Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour commencer la lecture du tome 107 de One Piece, le héros de la légende. Donc du coup, on est dimanche. Le dimanche, c'est le jour que j'ai prévu de faire les reviews One Piece. Donc je vous explique, en gros, je vais lire pendant 3 heures, je vais essayer de lire pendant 3 heures le maximum de chapitres. Lire un chapitre, faire la review. Lire un chapitre, faire la review. Vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est lire le chapitre que je lis, puis venir regarder la review, puis lire le chapitre que je lis ensuite et venir faire la review. Voilà, c'est un peu comme ça que j'imagine le concept de mes reviews rattrapage. Et du coup, let's go, on va commencer le tome 107. Alors j'ai vu que le tome 108 était sorti. J'ai vu que sur le tome 108, il y avait un certain personnage sur la couverture, je vais pas dire lequel, pour éviter de spoiler les personnes qui sont pas à jour et qui, comme moi, prennent leur temps pour lire One Piece. Et du coup, je vous avoue que j'avais oublié de parler d'un point dans mes reviews précédentes. Il y a un QG de la marine, je sais pas lequel, qui a décidé d'envoyer une centaine de vaisseaux de combat de la marine. Alors, à mon avis, il va y avoir pas mal de personnages, nouveaux personnages. Ce que je note sur la couverture du tome 107, c'est qu'il y a pas mal de personnages qu'on connaît pas, notamment de la marine, donc de l'équipe de Hermep, Kobe et Garp. Il y a Morgan aussi en fond, donc il y a le roi Cobra aussi qui est en fond, donc le roi Cobra qui a été tué, sûrement parce qu'il devait avoir des informations sur Pluton, en tout cas c'est ce que je pense, hein. Alabasta c'était lié à Pluton, puis ensuite on a appris de Robin que le poneglyphe d'Alabasta indiquait que Pluton se trouvait à Wano Kuni, qu'il fallait briser les murs pour faire sortir Pluton, et donc du coup je pense que Pluton nous sera réservé pour la fin de One Piece, mais qui l'aura? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Est-ce que c'est Luffy qui aura Pluton? Est-ce que c'est Momonosuke qui va arriver avec les samouraïs avec Pluton? Est-ce qu'il n'y a pas la marine ou un pirate, genre Barbe Noire ou même Akainu, qui vont aller à Wano pour récupérer Pluton? Enfin, ils n'ont pas encore cette information. Le seul moyen qu'ils auraient de pouvoir avoir cette information, ce serait de capturer Robin et de sonder son esprit. Faut pas oublier qu'il y a un personnage qui est capable de modifier la mémoire dans One Piece. Je parle de, comment il s'appelle déjà? De Pudding, celle qui avait été promise en mariage à Sanji à l'arc Tea Party. Elle est capable de trifouiller la mémoire et de changer, d'effacer les souvenirs. Du coup, j'avoue qu'à l'époque de la Tea Party, je trouvais que ça n'avait pas été spécialement plus développé. J'avais sorti une review sur une hypothèse sur Jinbe lorsqu'il allait quitter l'équipage. J'imaginais que Pudding allait trafiquer sa mémoire pour qu'il pense que Luffy était son ennemi et qu'il décide de se venger de Luffy. Ça n'a pas été développé plus que ça. Pudding a plus devenu une alliée de l'équipage et du coup elle a aidé l'équipage avec le gâteau pour rassasier Big Mom pour la calmer. Bref de chez bref, donc le seul moyen qu'on pourrait, que pour avoir le gouvernement mondial ou des pirates pour savoir où en est Pluton, ce serait de croiser des personnes qui savent l'information. Donc le roi Cobra, qui avait à l'époque une petite idée en tête concernant le poneglyphe, je rappelle la scène, hein, Robin et Crocodile étaient arrivés avec le roi Cobra au poneglyphe d'Alabasta. Ensuite, Robin avait menti sur la traduction du poneglyphe pour dire oui, ça raconte l'histoire des rois, rien d'intéressant. Crocodile s'en doutait, il a décidé de se débarrasser de Robin. Robin a pris un coup dans l'estomac de Crochet, avec le crochet flexible de Crocodile, hein, qui peut avoir la forme qu'il arrange lorsqu'il s'en sert. Et du coup, Cobra avait compris que le poneglyphe indiquait bel et bien l'emplacement de Pluton. Ensuite, je crois que Robin a balancé l'information au père comment il s'appelle, de Oden, de Oden, en disant que le poneglyphe d'Alabasta indiquait que Pluton était ici et qu'apparemment c'était su par la royauté de la famille royale officielle de Wano Kuni. Donc du coup, j'étais en train un peu de cogiter sur One Piece et je suis vraiment en train de me dire, la dernière fois, là j'ai un commentaire qui m'était revenu en tête. Un abonné me demandait, je pense, qu'il reste encore combien d'arcs avant la fin de One Piece. Je crois que j'avais déjà un peu répondu, mais en fait, j'avoue que là, ce que j'aimerais bien, parce que je me rends de plus en plus compte que Oda, là, il a multiplié les personnages. Il y a beaucoup de personnages dans One Piece. C'est, je trouve, ce qui fait le charme de l'œuvre, hein. C'est-à-dire, comme je le disais, on a chacun son préféré, on a chacun ses favoris. Mais c'est aussi un handicap dans le sens où et parfois l'histoire elle est un peu bordélique. Même là sur l'arc Egghead, il y a beaucoup de Vegapunk,
et on les retient pas tous. En réalité, à part si on suit les cours comme un bon élève et qu'on relit les chapitres et qu'on prend les notes et qu'on écrit, en réalité, moi je me souviens juste, il y en a un, il s'appelle Pythagore. Ensuite, Vegapunk avec la tête de pomme, là, il s'appelle Stella. Ensuite, le numéro un dans ma tête, je le vois bien, le numéro un je crois que il a un nom compliqué en plus, je crois. Il y a Atlas aussi, la grande qui s'était pris le Simple Gun de Rob Lucci. Et il y a Lilith aussi, je crois, qui est celle qu'ils ont rencontrée en arrivant sur l'île. Voilà, donc pour le tome 107, mes attentes, j'en ai pas particulièrement, parce que pour être honnête avec vous, j'ai plus trop d'attentes concernant One Piece. J'espère juste qu'il y aura une bonne histoire à nous raconter, que ça va un peu parler du passé de Kuma, que ça va un peu plus nous parler de Cobra et de ce qui lui est arrivé. Parce que j'ai pas dit, mais sur la couverture, il y a Sabo aussi. Il y a Sabo, donc Sabo qui aurait survécu à la destruction de l'île sur laquelle il était par une arme très puissante qui serait peut-être Uranus. Hein, on ne sait pas, peut-être que le gouvernement mondial a déjà une arme antique en sa possession et c'est Uranus. Et ensuite, ils ont accepté que les hommes poissons participent à la rêverie pour essayer de choper Poséidon et qu'il en manquerait plus que Pluton. Et, et donc du coup, voilà. Donc tome 107, beaucoup d'histoires qui vont nous être racontées, beaucoup de personnages. J'espère que ça ce sera bien écrit. Et ensuite de ça, pour en revenir un peu sur ça, l'alliance avec le CP0, franchement, elle n'était pas spécialement nécessaire. Je veux dire, comme je l'ai déjà dit, je le répète, mais depuis que Luffy a battu Kaido, j'avoue qu'il y a peu de personnages qui me font me dire ouais, ce serait intéressant de le mettre aux côtés de Luffy. Je veux dire, il est trop fort pour Abluchi, Luffy. Mais du coup, voir ce que le CP0 va faire, je balançais une hypothèse un peu what the fuck, comme quoi le CP0 pourrait peut-être trahir le gouvernement mondial. Mais je sais pas, l'idée me plaît bien que Rob Lucci se retourne contre le gouvernement mondial pour asseoir sa... Parce que Rob Lucci, c'est un peu un robot de la justice, dans le sens où il écoute les ordres et il veut tuer tous ses ennemis. Voilà, donc ça pourrait être intéressant peut-être de le voir être attaqué par le gouvernement mondial. Par exemple, il obtient une information sur le roi du trône sans roi, c'est-à-dire Imu, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et du coup, le CP0 devient un problème, et donc du coup, le gouvernement mondial décide de se débarrasser du CP0 en envoyant tous les autres CP. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, parce que j'avais souvenir, moi j'étais convaincu qu'après la mini-aventure du CP0, du CP9, le CP9 était devenu ennemi du gouvernement mondial. Mais c'est pas le cas. Donc sans plus attendre, on va commencer la lecture des chapitres. Alors par tome, il y a 10 chapitres. Donc du coup, il s'appelle Shaka, le numéro un. Il y a le nom des personnages au début. Et donc du coup, on va commencer, on va lire le chapitre 1077 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À toutes. Ok, chapitre 1077 lu. Alors j'avoue que j'ai ni aimé ni pas aimé en réalité, j'ai continué de lire en fait. Je me rends surtout compte que l'air de rien, Oda a bien décidé de faire en sorte que les Séraphins soient des ennemis compliqués à battre. Donc Zoro il a déjà battu un Lunarien à Wano Kuni, en l'occurrence King. J'avais pas noté qu'il avait dû affronter son stamina infini grâce aux flammes dans son dos. J'ai pas retenu, pour être honnête. J'ai pas le j'en ai même pas le souvenir que ça avait été mentionné dans son combat contre King. Mais du coup, on a Luffy, Zoro, Lucci et Kaku qui affrontent les Séraphins et qui galèrent un peu. Et on apprend que le sang de King, qui s'appelle Albert, a été utilisé pour faire les Séraphins. En tout cas, c'est Shaka qui nous l'explique. Ensuite, on a un échange de coups avec Mini Jimbe, donc S-Shark, qui a mis à mal, comment il s'appelle déjà ah là là, j'ai oublié, Edison, un des satellites de Vegapunk, et Brooke, et donc Nami essaie de l'attaquer, donc elle a un peu du mal parce que c'est le clone de Jimbe et il ressemble à un enfant. Donc elle envoie Zeus. Là j'ai noté, donc c'est un peu bizarre. Je trouve ça bizarre parce que
Je pensais que le pouvoir de Big Mom marcherait un peu comme le pouvoir des ombres de Moria. Donc je le rappelle, le pouvoir de Big Mom, en gros, c'est le fruit de l'âme. Elle peut prendre l'espérance de vie des gens et l'insuffler dans des objets qui leur donnent une conscience. Donc elle l'a fait pour Zeus, elle a insufflé la conscience de je sais pas trop qui dans le nuage, dans un nuage pour avoir les pouvoirs de la foudre. Puis Zeus a trahi Big Mom, enfin bref, on s'en fout un peu. Mais moi, je pensais que lorsque Big Mom serait vaincue, les gens dont elle a pris l'espérance de vie et tous les objets qu'elle a créés, tous ces objets animés qu'elle a créés, bah, s'endormiraient et que la partie de l'âme qui avait été prise aux personnes concernées serait restituée à leur propriétaire. Donc, c'était un indice pour nous dire que Big Mom, elle n'est pas vraiment hors, combat. Elle est encore capable de représenter une menace pour l'équipage, hein. Peut-être que c'est un petit détail que Oda a décidé d'utiliser pour nous dire non mais les gars, vous croyez que Big Mom elle a perdu? Non, 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 c'est juste qu'ils l'ont envoyé loin et qu'elle a mis du temps pour remonter. Mais en réalité, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai pas le souvenir que ça a été dit par la marine que Kaido et Big Mom ils ont été vaincus, mais qu'on n'a pas eu, comme pour Doflamingo, une scène où on les voit se faire emprisonner. Donc, que leur est-il arrivé? On verra bien. On va continuer de rattraper les scans et on fera les hypothèses lorsque je serai à jour, même si des fois j'ai des petites idées qui viennent. Et du coup, c'est Sanji qui prend le fight contre Mini Jinbei. Donc, je l'avais noté déjà lors de l'arc Wano. Je trouve que Sanji, en réalité, c'est dommage parce il a eu un bon développement de personnage à l'arc Tea Party, à l'arc de Big Mom, où on a affronté Big Mom pour la première fois avec la recherche du poneglyphe, la copie du poneglyphe, le mariage, le Germa 6 Sanji, il a eu droit à vraiment à être beaucoup étoffé. Et alors que Wano, à part le fait qu'ils mettent la combinaison contre Page One et son combat contre Queen, j'avoue que je trouve que Sanji, il a un peu été mis de côté par rapport au trio qu'il formait avec Luffy, Zoro et du coup Sanji, le trio des monstres. Je trouve que Sanji, il a été mis de côté. Après, c'est vrai que Zoro, il a passé 2 ans à s'entraîner avec Mihawk et que Sanji, il a passé 2 ans à fuir les habitants de Queue d'Étrave, hein, les travelots de Queue d'Étrave, qui du coup, il a appris des recettes de cuisine, mais il n'a pas vraiment eu d'entraînement au combat. Donc c'est vrai que peut-être, tu vois, c'est la réponse à la question qui est le plus fort entre Sanji et Zoro, qui avait eu très longtemps avant l'ellipse, peut-être qu'elle se pose plus, et peut-être que Zoro est bel et bien devenu plus fort que Sanji, même si Sanji a commencé à avoir un boost de pouvoir à la fin de l'arc Wano contre Queen, où il a développé la peau en acier que ses frères et sa sœur avaient. Voilà, donc reste à voir ce que Oda nous réserve avec Sanji. Peut-être que Sanji aura droit à des capacités cybernétiques, j'en sais rien, hein. Je parlais dans une vidéo, je disais peut-être que Sanji va développer le pouvoir de la furtivité grâce à sa peau métallique, j'en sais rien. Mais du coup, à voir ce que Oda va faire avec Sanji. Ensuite, autre point que j'ai noté, c'est le combat contre S-Snake, donc le clone de Boa. Alors le pouvoir de Boa Hancock fait partie des pouvoirs je te touche, j'ai gagné. Le seul moyen d'être immunisé à la transformation en pierre de son pouvoir, du fruit de la passion, c'est de ne pas éprouver de ne pas tomber sous le charme de son possesseur. Usopp et Lilith. Alors Usopp il a rien fait bien évidemment, hein, pas pareil, hein, Usopp je trouve pour être honnête que c'est la plus grosse déception de l'ellipse. Usopp lui s'est entraîné au combat, il a utilisé des armes sur une île où il fallait rester vigilant pour pas crever. Avec plein de bouffe et plein d'animaux et une plante géante qui t'avale et il s'est entraîné, il est arrivé, il avait les abdos, il avait les biceps, il avait les pecs et il a eu droit qu'à une scène un peu stylée, c'est contre Sugar lorsqu'il s'est ouvert au acquis de l'observation et depuis on n'a pas eu plus de développement sur les capacités d'Usopp et je trouve ça vraiment vraiment mais vraiment dommage. Et du coup, j'avoue que j'ai noté que ça va être galère le combat contre S-Snake parce que là, il reste plus que Franky qui est en course, je crois. J'ai pas vu de Chopper dans ce chapitre. J'ai oublié avec qui il est. J'ai pas vu Robin non plus. Et du coup, j'avoue que ce combat contre le Séraphin de Bois Hancock, ça va être compliqué.
ça va être compliqué parce que le pouvoir est un peu cheaté. Et ensuite, bien évidemment, le chapitre se termine avec Shaka qui va donc au sous-sol. Il a eu l'illumination, il s'est dit ah, je crois savoir où il est, je vais le chercher. Donc il va au sous-sol. Alors du coup, ils vont jamais au sous-sol parce que là, ils découvrent qu'il y a des prisonniers. Et ok, donc ils ont un sous-sol, ils y vont jamais. Ok, bon, pourquoi pas, hein, ils n'ont pas de caméra non plus à ce niveau-là. Je dis rien, peut-être que c'est un compartiment secret dans lequel il y a des secrets de certains fruits du démon, genre par exemple des études sur les logias de Aikainu, d'Aokiji, de Kizaru, de Fujitora et de Ryugogyu qui ont été faits. Donc du coup, c'est une zone secrète dans le laboratoire de Vegapunk, que même Vegapunk a un accès restreint peut-être. Hein. Enfin, je sais pas, après c'est son laboratoire, ça m'étonnerait. Mais peut-être qu'il y a des informations sensibles dans ce sous-sol. Et là, le chapitre se termine par headshot sur Shaka. Donc Shaka semble mort. Hein, il a pris une balle dans la tête. Je serais bien curieux de voir s'il a survécu, comment est-ce qu'il aurait pu survivre. Et à part si c'était comme hypothèse que j'avais vu, parce qu'à l'époque ce chapitre je l'avais lu sur Manga Plus et quelqu'un disait peut-être que Shaka c'est un robot. Peut-être que c'est un cyborg, hein, ce serait pas étonnant. Hein, je veux dire, Edison et Pythagore et Atlas et Lilith semblent avoir des côtés un peu technologiques. Alors, pourquoi pas. Autre chose à noter, c'est le Bubble Gun. Je ne l'ai pas noté sur ma fiche, mais là je viens de m'en rappeler en parlant de Lilith. C'est une arme qui tire des bulles d'eau fait à base d'eau de mer, et donc qui sont spécialisées dans le fait de rendre inopérationnels les porteurs de fruits du démon. Donc le Green Blood donne les pouvoirs des fruits du démon, mais aussi les restrictions liées aux détenteurs des pouvoirs de fruits du démon. Donc ils ne sont pas immunisés contre le fait d'être... le Green Blood est aussi sensible au granit marin et à l'eau de mer. Bon, au moins comme ça fait une faiblesse qui peut être exploitée. Ça fait qu'ils sont pas non plus trop cheatés. Donc il y a moyen avec le Bubble Gun de peut-être réussir à vaincre le Séraphin de Bois Hancock. Et donc du coup, j'avoue que tout ce chapitre-là, d'échange contre le Séraphin, maintenant que j'y pense, j'ai trouvé que le chapitre était assez fluide. Alors du coup, c'est comme on a vu, mais au début du chapitre, les attaques de Lucci et de Luffy sont un peu dures à comprendre ce qu'ils font exactement. Zoro et Kaku ont des mouvements plus fluides. Après, c'est vrai que Luffy c'est un peu un bourrin, donc du coup, c'est pas étonnant. Mais du coup, j'ai trouvé le chapitre assez fluide. Il s'est lu facilement, et j'avoue que du coup, bah, ça met un peu de suspense, et ça, je trouve que c'est bien. Bon, malheureusement, moi, je sais quel personnage a fait quoi et quelles sont ses attentes concernant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Shaka. Et du coup, j'avoue que là, j'ai bien aimé en réalité. Maintenant, avec le recul, le fait d'en parler et tout ça, je me dis, ouais, c'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre, il y a de l'action, il y a des révélations. Donc, le SBS révèle quelques petites histoires à la con, hein, que avant Vegapunk, il avait son énorme tête dans une piscine, et que le pouvoir de Bonnie, c'est le pouvoir de l'âge, le fruit de l'âge. Bon, c'est pas le nom japonais, mais bon, c'est le fruit de l'âge. Je pense que les traductions sont tout à fait legit dans One Piece. Ensuite, il y a, comment dire, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Il y a le fait que, ouais, Luffy, il s'en veut de trouver la transformation dans Kuma Cool, parce que le père de Bonnie est devenu un cyborg, et que Luffy trouve ça cool, et qu'il s'en veut de trouver ça cool. Et donc voilà. Donc du coup, pour le moment, l'équipage est en difficulté. Du coup, en plus de ça, il y a une petite scène avec Sentomaru aussi, j'ai pas noté, qui explique aux habitants qu'ils doivent quitter l'île tout de suite parce qu'il risque de se passer une dinguerie sur l'île de Egghead et que les habitants sont eux aussi en danger, en rappelant l'épisode d'Ohara. Et donc, du coup, pour le moment, l'équipage semble être en difficulté. Il n'y a que Sanji qui a l'air de tenir le coup, donc hâte de voir ce combat de Sanji, parce que Sanji, c'est l'un de mes membres de l'équipage préféré, si ce n'est le préféré, avec Usopp. Mais j'avoue que depuis quelques temps, je trouve aussi Zoro stylé. J'ai toujours trouvé stylé Zoro, mais je sais pas, ça n'a jamais été mon préféré. Mais depuis un certain temps, j'avoue que je commence à bien kiffer Zoro, parce qu'en fait, en réalité, ces combats, ils sont juste plus spectaculaires que ceux de Sanji, et je trouve ça dommage. Par exemple, Sanji, il n'était pas à Dressrosa, et il a fait que se faire victimiser depuis l'arrivée dans le Nouveau Monde. Après, il y a eu des hommes poissons, il s'est fait victimiser
Vergo, il s'est fait victimiser par Doflamingo. Ensuite, à l'Archetype Party, il n'a pas eu de combat, il a juste eu des scènes et des histoires. Et il a cuisiné un gâteau. Mais du coup, voilà, donc hâte de voir ce qui va arriver à Sanji, parce que je suis très curieux de voir ce que mon personnage préféré de l'équipage va devenir. Voilà, donc sans plus attendre, on va lire le chapitre 1078 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Chapitre 1078 lu. Alors, un peu moins bien que le précédent. Il y a quand même quelques informations qui sont partagées. Alors d'abord, on va commencer par la mini-aventure. Alors, Judge, le père de Sanji, et César, le méchant de l'arc punk Hazard, qui avait été fait prisonnier par Luffy et Law pour être échangé à Doflamingo, bon, enfin bref, ont décidé de former le Néomad. Donc, il y a un nouveau groupe de scientifiques qui a vu le jour et ils vont peut-être développer des technologies qui viendront plus tard influencer la fin de One Piece. Autre chose, on apprend donc par mot pour mot qu'il y a deux choses qui font en sorte que le gouvernement mondial a décidé d'envoyer le CP0 et une armada de navires de la marine pour s'occuper du cas Vegapunk. Parce que, un, il a continué les recherches interdites, et deux, parce qu'il y a une puissance, il y a un armada, il y a des armes que Vegapunk a qui mettent en fait la pression au gouvernement mondial. Du coup, le gouvernement mondial, parce que Vegapunk a décidé de se renseigner sur le siècle oublié et parce qu'il a beaucoup d'armes et compagnie, tout ça, ils ont décidé de se débarrasser de Vegapunk. Ça me fait penser que la review que j'avais vue du chef Otaku, bah, il avait vu juste sur le coup quand, à l'époque, lorsqu'il faisait sa review, il avait vu juste, hein, c'est exactement pour ça que le gouvernement mondial veut se débarrasser de Vegapunk, c'est parce que Vegapunk qui pèse dans le game, et du coup c'est un élément gênant pour le gouvernement mondial, plus gênant que rentable. Ensuite, il y a un flashback de 3 mois, donc c'est un peu teasé, Oda il aime bien faire ça. Il aime bien dire oh, demain il se passera une dinguerie, laissez-moi vous raconter ce qui se passe. Et donc du coup, il nous fait un flashback de 3 mois plus tôt, qui nous explique en gros que les Doriens, ils ont reçu d'un informateur les informations. Il y a un indique qui leur a dit que Vegapunk avait étudié le siècle oublié. Ils ont d'abord envoyé le CP5 qui est jamais revenu, qui n'a pas trouvé de preuves et qui est jamais revenu. Ils ont envoyé le CP6 et le CP8, et du coup, avec toutes ces disparitions et le fait qu'ils aient continué un peu d'enquêter sur l'affaire, ils sont arrivés à la conclusion, bon, Vegapunk c'est un traître, il faut s'en débarrasser. Et du coup, ils sont en chemin, ils ont demandé à toutes les bases de la marine de leur donner des soldats de la marine. Donc du coup, j'avoue que là, ça utilise un truc assez balèze en réalité. Je parlais de ça dans ma review précédente. Je disais qu'il fallait quelque chose qui mette un coup de pression, qui se dise, putain, l'équipage est dans la merde. Le problème c'est que vu que pour le moment, c'est pas encore expliqué dans le présent du manga que voilà, il y a un navire qui approche bientôt, il y a une première vague de soldats de la marine qui va arriver, comment l'équipage va faire pour quitter l'île, parce que là pour le moment l'idée c'est de quitter l'île. Mais est-ce que l'équipage va réussir à quitter l'île avant que tous ces gens de la marine se ramènent? C'est ça la véritable question. Je crois avoir vu une image qui m'a spoilé, et je vais pas en parler dans cette review, mais du coup, la question est en suspens. Est-ce que l'équipage va réussir à partir à temps? En tout cas, les citoyens ont commencé à fuir l'île, et dans ce flashback de 3 mois, on n'apprend pas beaucoup de choses en réalité, à part que Kizaru escorte les 5 doyens. Et du coup, ça, j'avoue que c'est du lourd. Parce que Kizaru, c'est un amiral de la marine. Alors, Shanbody, vaincu les supernovas à l'époque. Depuis, il n'a pas fait d'apparition, à part vite fait lors d'un rapport pour nous utiliser le personnage de le fils de Barbe Blanche, la Newbie, Weeble. Et donc du coup, Kizaru, on l'a pas revu depuis. La dernière fois qu'on a vu un amiral se battre, c'était Ryugogyu avec le pouvoir de la forêt contre les samouraïs et Momonosuke. Et donc du coup, hâte de voir ce qui va se passer du point de vue de la marine. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont d'abord envoyé le CP0 assassiner Vegapunk, puis ensuite envoyé la marine pour checker que le CP0 a bel et bien tué Vegapunk. Moi, je trouve que c'est bizarre. J'ai un peu le sentiment que là, ils vont vouloir éliminer tous ceux qui ont la moindre information sur cette histoire autour de Vegapunk, et qui font pas partie de l'équipe des 5 doyens. Je sais pas, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai quand même l'impression que la moindre information clé concernant les études de Vegapunk serait vue comme une menace si elle était connue par quelqu'un qui fait pas partie
du cercle restreint des 5 doyens et des amiraux de la marine. Alors je sais pas, là c'est moi qui insiste trop sur cette hypothèse. J'y crois même pas, mais c'est juste que je sais pas, j'ai l'impression que l'histoire me dit Lucci et Kaku, le gouvernement il va demander à les assassiner parce que eux ils vont savoir pourquoi est-ce qu'ils ont assassiné Vegapunk. Est-ce que même le simple fait de savoir qu'on a assassiné Vegapunk ça va poser problème? Parce que dans la mini aventure qui nous est partagée jusqu'ici, il y a un autre Vegapunk. Est-ce que en fait ils auraient pas cloné le Vegapunk Stella, c'est-à-dire celui qu'on suit, ils auraient pas cloné pour avoir son savoir? Ah là, ouais, là je commence à me dire ça. C'est peut-être possible qu'ils aient cloné Vegapunk, qu'ils vont assassiner le Vegapunk d'origine, et qu'ensuite ils vont tuer tous ceux qui sont au courant que le Vegapunk d'origine a été assassiné, pour garder le secret que le Vegapunk que tout le monde verra à la mini-aventure, celui qui a reçu le prix Nobel des fleurs sur la poudre à canon, qui pourrait donner à Ryugogyu un pouvoir encore plus important, et ça expliquerait pourquoi il y a deux Vegapunk, celui de Egghead et celui de la mini-aventure. Voilà. Ensuite, après ce flashback, on retourne dans le sous-sol. Alors, du coup, au cours du chapitre, il y a Atlas qui dit: Ah oui, maintenant que j'y pense, juste comme ça, il y a un ancien laboratoire qu'on n'utilise plus, où peut-être il se passe des choses. Alors, venez, on va regarder ça. Ils y pensent que maintenant, hein. Ils avaient vu sur tout le laboratoire avant que les caméras soient coupées. Ils se sont pas dit: le seul endroit où on n'a pas de vue, c'est peut-être le seul endroit où il est. Donc, du coup, Robin, Chopper et Atlas, je crois, se dirige vers ce laboratoire. Ensuite, je ne sais pas ce que font Jinbei et le clone de Stussy, mais Jinbei, c'est ce que je me disais au début de cette lecture, parce que je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai une photo de l'équipage en fond, mais il n'y a pas de Jinbei. Pour être honnête, Jinbei, depuis qu'il a rejoint l'équipage, il n'a pas fait grand-chose, hein. À part éteindre du feu, là, jouer le pompier sur Wano Kuni, il n'a pas fait grand-chose, hein. Même là, il était au début avec Luffy, je sais pas, Oda, fais quelque chose avec Jinbei, putain. Tu l'as fait rejoindre l'équipage, il va pas juste faire le figurant durant tout le reste de l'histoire, là. Faut que tu lui donnes des combats, faut que tu le développes, faut que tu fasses des trucs avec Jinbei, putain. Là, Jinbei, c'est juste le mec normal de l'équipage, le seul qui est un peu normal. Je vois même pas les traits comiques qu'il a, parce que chaque membre de l'équipage, il a un trait comique. Franky, il fait des positions cheloues. Sanji, c'est le fou amoureux. Usopp, c'est le mytho. Luffy, il est un peu teubé. Chopper, il est trop mignon. Zoro, il se paume à chaque fois. Nami, elle aime l'argent. Robin, elle a des blagues, elle fait de l'humour noir un peu trop sérieux. Et Brooke, c'est une sorte de soft Sanji. Et il fait de la musique et il fait des blagues à la con. Mais Jinbei, il est où ton côté Mugiwara en réalité? Je veux dire, c'est pour ça que moi, à la base, à l'époque, je voulais pas que Jinbei rejoigne l'équipage. C'est parce que je trouve qu'il a pas ce qui fait que cette petite épice en lui qui fait, tiens, c'est un Mugiwara. Même l'eau, il a fini par la développer, cette épice de je suis un Mugiwara. Donc Jinbei, il faut faire des trucs avec Jinbei, hein. Faut le faire se battre, le faire des blagues, faut faire des trucs avec Jinbei. Voilà, donc à la fin du chapitre, on apprend que York, alors je crois pas qu'elle avait été mentionnée avant dans les précédents chapitres, peut-être vite fait une fois quand Vegapunk il a donné tous les noms de ses satellites, mais York, c'est un satellite de Vegapunk qui a donc du coup tiré sur Stella, sur Shaka, qui l'a tué, donc elle le dit, Shaka est mort maintenant, donc si Shaka était un cyborg, je pense que York le serait et qu'elle l'aurait complètement démantelé, donc elle l'aurait achevé. Donc une balle dans la tête, ça doit suffire. Donc un peu dommage parce que Shaka, je l'aimais bien. Je trouvais le character design stylé. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant. Mais du coup, là, parce que en fait, je m'en étais rendu compte depuis un certain moment. Si avant dans One Piece, des personnages ils pouvaient survivre à des explosions de bombes au corps à corps, depuis le Nouveau Monde, Oda il a pas peur de faire mourir des personnages. Alors, pas des personnages importants, mais des personnages quand même. Vergo, Monet, il y a qui d'autre? Absalom, et là de tête, je crois que c'est les seuls que j'ai en tête en tout cas. Et du coup, York, elle a décidé de trahir Vegapunk pour devenir un dragon céleste. Elle dit je vais devenir un dragon céleste. Puis ensuite, elle dit que c'est un problème, tous ces Vegapunk. Ce serait tellement bien s'il n'y en avait rien qu'un. Donc, encore une fois, le chef Otaku, il avait vu juste dans la séparation
qu'a fait Vegapunk de ses différents plans de conscience. Hein, j'en sais rien exactement ce que c'est les satellites. Hein, je crois pas que ça ait été expliqué. C'est des avatars, mais est-ce qu'ils ont été créés à partir des gènes de Vegapunk? Est-ce que c'est des sortes de robots, genre un peu comme Cell, c'est-à-dire des cyborgs biologiques? On sait pas trop ce que c'est exactement les satellites. Est-ce que c'est la personnalité de Vegapunk ou est-ce que c'est plus vu comme ses enfants? Je sais pas. Je sais pas. Reste à voir ce que va nous dire Oda sur cette information. Mais du coup, j'avoue que là, bon, alors du coup, je pense qu'il faut pas être un génie pour comprendre que c'est York qui a informé que Vegapunk avait fait des recherches sur le siècle oublié, que c'est York qui a court-circuité la hiérarchie des Séraphins pour leur donner l'ordre d'exécuter Vegapunk. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les Séraphins, ils attaquent aussi le CP0? Hmm. Est-ce que, voilà, comme je disais, est-ce que le gouvernement mondial va pas avoir envie de tuer tous ceux qui savent que Vegapunk originel a été tué? Voilà. Donc, du coup, je vais faire une petite pause café. Je vous avoue que là, ça fait que j'ai lu 2 chapitres. C'est pas trop, hein, pour être honnête, j'ai pas trop mal à la tête, mais j'ai un peu envie de me faire une pause café. Et vous allez pas avoir la pause café, vous allez pas me voir vapoter, vous allez tout de suite me rejoindre pour la review du chapitre 1079. A tout de suite. Ok, chapitre 1079 lu. En vrai, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. En fait, j'ai aimé la première partie et j'ai pas aimé la deuxième partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, dans la première partie, on reste sur Egghead. Donc, j'ai eu l'illumination et je me suis rappelé que York, en fait, c'était la fatiguée parmi les satellites de Vegapunk, c'est-à-dire que celle qui était au QG du laboratoire, hein, la salle de contrôle, hein, tout ça, les postes avec les télés, tout ça, il y avait un Vegapunk qui était flemmard et qui dormait, et en fait c'était York. Et en fait elle avait tellement été effacée que je me souvenais pas d'elle, et j'ai eu l'illumination, je me suis dit, oh putain, mais en fait c'était elle, je l'avais oublié en fait. Donc voilà, enfin je crois. Ensuite, il y a, alors elle explique en fait son plan, comme quoi il fallait la neutraliser devant les membres de l'équipage, pour ensuite la déneutraliser plus tard, parce que le gouvernement mondial va aussi tuer les satellites de Vegapunk. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, mystère, mystère, mystère. Ensuite, elle explique, et ça je trouve ça intéressant, c'est que en gros, elle se révèle être l'antagoniste de l'arc, c'est-à-dire être le méchant, celui qui a court-circuité les Séraphins et qui a préparé sa trahison machiavélique sûrement depuis des années et des années, depuis qu'elle a vu la vie des dragons célestes pour la première fois et qu'elle s'est dit, oh, les dragons célestes, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir glander toute la journée, manger à ma faim toute la journée sans avoir de compte à rendre à personne et avoir plein de gens sous mes ordres. Donc c'est possible que ce soit en gros la réflexion qu'elle s'est faite. Et du coup, elle explique que voilà, faudra surtout pas tuer le Vegapunk originel, ne pas tuer les otages, peut-être parce que du coup, York elle a prévu d'utiliser en fait le CP comme monnaie d'échange pour demander d'être un dragon céleste. Moi, pendant un moment, quand j'avais lu ce chapitre à l'époque, je me suis demandé si elle n'avait pas un deal avec les dragons célestes, justement. Mais il semblerait que ce soit pas le cas. Donc, elle va miser sur l'échange de prisonniers pour qu'on accède à ces demandes. Donc, c'est très ambitieux de sa part. Mais je suis pas sûr que ça va porter ses fruits. Donc, peut-être que cet antagoniste, et je vais revenir plus tard, parce que quelqu'un m'avait dit en commentaire que l'antagoniste était intéressant. Et je trouve que, justement, York est un antagoniste. J'ai réussi. Est un, est un antagoniste. J'arrive pas à faire une phrase en entière. Est un antagoniste intéressant parce que justement, elle n'est pas plus forte que l'équipage. Au contraire, c'est elle la chef, c'est elle qui dirige les opérations, mais si jamais elle doit se battre contre Luffy, Sandy, Zoro, peut-être même Usopp, Nami, Robin, peu importe le monde de l'équipage, peut-être qu'elle s'en sortira pas. Donc du coup, elle décide de faire en finesse. Et ça, je trouve ça intéressant. Surtout que ça vient après la victoire contre Kaido. Dans le sens où, comme je le disais, Luffy, il a atteint un grade en battant Kaido. Il est devenu très fort. Et donc du coup, les adversaires qu'il va rencontrer risquent de ne pas être de taille face à lui, même s'il galère contre les Séraphins, pour des facilités scénaristiques. J'ai plus l'impression que c'est pour des facilités scénaristiques que parce que les Lunariens sont cheatés. J'ai pas le souvenir que Zoro il est vraiment galéré contre King.
Et du coup, en plus, il était blessé. Hein. C'est-à-dire, il a affronté Kaido et Big Mom, il en a pris plein la gueule, il a été soigné par Chopper, il est parti affronter King, il a gagné. Donc les Séraphins, je pense pas que ce soit logique qu'ils soient aussi compliqués à battre, à part pour le S-Snake de Bo Hancock face à Nami, Zeus, c'était qui d'autre Frankie qui est en difficulté, mais là qui a encore une partie de son corps qui peut encore fonctionner, mais Bo Hancock avait l'air d'être parti faire un truc, enfin S-Snake avait l'air d'être parti faire un truc, alors qu'est-ce qui arrivera à Frankie? Est-ce qu'il va pas trouver une sorte de solution miracle pour ne plus être en pierre? Quelle est la faiblesse du fruit de la passion? À part le fait de résister au charme, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de désactiver les effets du fruit de la passion autre que le bon vouloir du détenteur du pouvoir? Bref de chez bref, donc à voir et à développer. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est comme je disais, ouais, il a atteint un stade de puissance, Luffy, et donc que l'antagoniste de l'arc soit plus faible que lui, et qu'il ait conscience qu'il soit plus faible que lui, et qu'il fasse tout pour retourner la situation à son avantage, je trouve ça intéressant parce que ça apporte un côté psychologique à l'affaire, à la confrontation. C'est pas juste de la baston, ça va aussi être de la négociation, de la stratégie, et du coup, c'est du point de vue de l'antagoniste, et donc du coup, j'avoue que je trouve ça intéressant, pour être honnête, et c'est très rafraîchissant. Parce que dans One Piece, il y a toujours eu un côté l'adversaire suivant est plus fort, l'adversaire suivant est plus fort, l'adversaire suivant est plus fort. Et là, du coup, Oda il nous dit, bah, cette fois-ci, l'adversaire suivant, il n'est pas plus fort. Et je trouve ça très intéressant. Ensuite, ce que j'ai pas aimé dans la deuxième partie, c'est Shanks et Kid. Alors, je l'avais dit dans la review, je ne sais plus laquelle, la précédente ou, ou encore une avant, j'avais dit que Oda il avait utilisé toutes ses ressources d'imagination pour faire combattre Kid. Il n'avait pas trop eu d'idées fulgurantes concernant les pouvoirs de Kid et ses capacités et l'utilisation de son pouvoir. Et du coup, je disais que le combat risquait d'être ellipsé. Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que le côté, il y a plein de pirates qui se mettent face à Kid et qui sont là en mode ouais, tu passeras pas, on te laissera pas toucher le capitaine, t'arrêtes ta route ici. Et Kid, il est là en mode ouais, mais en fait, c'est qui ces gars là? Ils sont tout pétés, ils ont pas l'air d'être très forts, c'est ça les alliés de Shanks le Roux? Et en fait, je trouve ça super intéressant pour le personnage de Shanks le Roux que tous ses alliés soient faibles. Ça prouve qu'il a un grand cœur. J'ai vu sur les réseaux sociaux et même à l'époque, j'avais analysé une hypothèse qui disait qu'en fait, Shanks était le vrai méchant du manga. Et qu'il avait tout planifié depuis le début. Et enfin bref, il a une relation bizarre avec les doyens, sûrement parce qu'il est très fort et qu'il a des informations sur le One Piece. Mais en même temps, je trouve que ça prouve qu'il a un grand cœur. Le fait que parmi ses alliés, il n'y a pas que des personnes puissantes et qu'il y ait même des gens faibles et que ce soit même dit qu'il est connu pour avoir des alliés faibles et que ses alliés réussissent à rester dans la course seulement parce qu'ils ont la protection de Shanks le Roux. Et donc je trouve ça très intéressant. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a pas de combat. C'est le titre de ce passage sur la review. Il n'y a pas de combat. Shanks, il lit une information sur Kid en mode ah ok, il vient de South Blue, son groupe sanguin c'est B négatif, il aime les cookies, il lit des informations. Pourquoi il lit ces informations? Il n'a pas besoin d'analyser les informations. Tout ce qu'il a à faire, c'est balancer un gros coup d'Akidero tranchant pour mettre KO Kid et Killer sans combat. Et ensuite, les Brogy et Dory, les deux géants de Little Garden qui sont de retour à Erbaf, ils font une grosse attaque qu'ils avaient utilisée contre le Poisson Rouge pour détruire le bateau de Kid et ils ont perdu. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi de faire survivre Kid, de le faire affronter Big Mom, de faire du suspense autour de sa cible? À quoi ça a servi tout ce remue-ménage autour de Kid depuis Dressrosa en mode ouais, on va cibler un empereur, l'empereur qu'on va cibler c'est Shanks. Oh, on est tombé sur Kaido, ok, on affronte Kaido. Moi j'affronte Kaido, j'ai pas peur. On me trahit, Apu et Hawkins m'ont trahi pour rejoindre Kaido, mais moi je suis resté prisonnier. J'ai affronté Big Mom, mon rêve c'est de battre des empereurs. Je viens de South Blue, on me parle de moi dans les SBS. Tout ça pour ça? Sérieux? Et je me rappelle qu'à l'époque, en plus de ça, je me l'étais spoilé parce qu'un mec dans sa vidéo, le titre de sa vidéo c'est Shanks détruit l'équilibre de One Piece, tue Kid. Alors déjà, de un, bon, Kid, il avait l'air d'avoir une grosse blessure et de ne pas y survivre. Le navire a coulé, l'équipage aussi. Même dans l'équipage de Kid, il n'y a pas que des utilisateurs de fruits du démon. Il y a peut-être des moussaillons qui vont survivre, qui vont récupérer Kid et qu'on reverra Kid plus tard.
Dans un sens, je l'espère, parce que même si Oda il a montré ses limites de l'imagination autour de Kid, je trouve que Kid reste un personnage intéressant qui montre le contraste qu'il y a entre Luffy et Kid, justement, entre un gentil pirate et un méchant pirate. Je trouve que Kid il était très important à Shadow Body, parce que justement il avait ce côté je suis plus dangereux que Luffy, parce que Luffy il est gentil et il est fort, mais moi je suis fort et je suis méchant, les gars. J'ai pas de pitié pour mes ennemis. Et je baisse jamais ma garde. Et tout ce côté, tout cette montée en sauce autour de Kid et de son rêve de battre un empereur, et en plus il a réalisé son rêve, il a battu Big Mom, alors même s'il a eu d'aide de l'eau. Moi j'aurais bien aimé que le combat soit un peu plus intense et un peu plus compliqué pour Shanks. Parce que là, ça veut juste dire que, en fait, Big Mom, elle était pourrie, en fait. C'était un empereur qui était nul. Genre, elle a perdu contre Kid et Law, quoi, mais Kid et Law, ils sont pas de taille face à Shanks. Et du coup, ça fait me dire, alors Kid, il avait une prime de 3 milliards, je crois que Shanks, il a une prime de 4 milliards, je sais plus, je me souviens plus des chiffres, en plus c'était des chiffres compliqués. Et donc du coup, non, franchement, ça méritait au moins que Kid, il s'écrase contre Shanks. En mode, il attaque Shanks, il attaque Shanks, il attaque Shanks, et il n'arrive pas à le mettre en difficulté, il comprend pas. Et là, Shanks se révèle, ouais, tu sais, si j'ai pas une prime plus haute que 4 milliards, c'est parce que je me suis calmé quand je suis devenu empereur. Mon but est juste de protéger mes amis, avec un peu un côté de dialogue. En fait, tout cet arc-là, et même ce que disaient les gens à l'époque, ça n'a pas de sens parce que Kid, il a fait quoi dans l'histoire de One Piece? Il a affronté Big Mom et c'était un personnage intéressant parce que il faisait un contraste avec Luffy, mais il n'est pas important dans le monde de One Piece. Il n'était pas empereur, il n'était pas Shichibukai, il n'avait pas de lien avec le gouvernement mondial, il connaissait pas les CP0, là il n'avait pas un road poneglyph, il avait juste un gars en plus dans ses informations, c'était l'homme à la cicatrice de feu qui est peut-être un allié de Shanks. Et oui, et maintenant je me suis rappelé, j'ai vu une dinguerie récemment qui m'avait donné envie de relire One Piece et je viens de m'en souvenir, mais je vais pas dire laquelle. Enfin, bref de chez bref. Résultat, j'espère vraiment que Kid, c'est pas la fin de son histoire. Parce que il y avait des choses à faire avec le personnage. Peut-être pas au niveau des combats et des pouvoirs. Enfin, si, sûrement au niveau des combats et des pouvoirs, si Oda il trouve un peu plus d'imagination, je sais pas, il pourrait par exemple, comme je le disais, jouer sur le fait d'éloigner les gens, un peu comme Pain, genre un coup il te rend magnétique, ça t'attire, un coup il te rend magnétique, ça t'éjecte. Ou sinon utiliser genre des sortes de globes, là c'est l'image que j'ai eue, c'est-à-dire insuffler des objets magnétisme, les faire léviter, je sais pas trop comment, et faire en sorte d'avoir plusieurs points de magnétisme à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est juste qu'Oda il a pas eu d'imagination sur ce coup, et, concernant Kid. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que l'histoire de Kid s'arrête comme ça et on n'ait pas plus. Et je trouve pas ça spécialement stylé parce que Kid, comme je disais, le combat contre Big Mom, il était pas ouf non plus, hein. Le combat Low Big Mom était stylé, le combat Kid Big Mom était pas trop stylé. Donc Kid, en réalité, il m'a pas mis la pression. Donc le fait que Shanks se one-shot, je me dis juste, ouais, donc en fait, Oda, il est juste en train de dire, Shanks, il a des années-lumière du monde de One Piece. Et du coup, ça fait me dire que, qu'est-ce que Oda va faire d'un personnage aussi puissant? Qui va le mettre en difficulté? Il voulait arrêter Kaido. Est-ce que Shanks, il aurait pu battre Kaido? Si Shanks, il aurait pu battre Kaido, pourquoi est-ce qu'il a pas aidé Luffy à battre Kaido? Je sais pas, ça... en fait, le fait de montrer autant de puissance chez Shanks, c'est à la fois bien parce que ça fait dire qu'il y a encore des paliers à franchir pour que Luffy devienne roi des pirates. Il y a la puissance de Shanks à franchir, même si c'est son allié. Pourquoi ce serait Luffy le roi des pirates si Shanks est plus fort? Est-ce que, même, ça casse la question, est-ce que le roi des pirates doit forcément être le pirate le plus fort? Ça, je pense pas que ce soit nécessaire en réalité, hein, parce que c'est une question d'ambition. Mais du coup, Shanks, est-ce qu'il peut battre Barbe Noire? Si Barbe Noire peut battre Shanks, est-ce que le Barbe Noire de Marineford, il était plus fort que Shanks? Enfin, là, je trouve que, en fait, les niveaux, ça devient incompréhensible. Ça devient incompréhensible. Shanks, il est très fort, mais qui, par rapport à Shanks, est faible, fort? Parce que là, du coup, ça veut juste dire que Shanks, il est over-cheaté. Et les deux géants, Broggy et Dory, eux aussi sont over-cheatés. Alors qu'ils étaient à l'époque de Little Garden, le fil avait réussi à tenir tête comment il s'appelle à celui
Celui qui... je sais plus lequel... Attendez, je regardais les noms de personnages, ils doivent y être. Genre, ils y sont pas. Ils sont pas nommés. Ils sont pas nommés, il y a que Shanks qui est nommé. Ouais, sa prime est bien de 4 milliards. Enfin bref, le géant fin, voilà, pas le gros, le maigre. Le fil l'avait affronté, il avait tenu tête, donc du coup, ils sont devenus plus forts entre temps. Bon, vu qu'ils se battent tous les jours et qu'ils ont à peu près le même niveau, ils progressent sûrement, ils ont sûrement progressé depuis. Mais voilà, je trouve juste que c'est n'importe quoi. En fait, ça aurait mérité que Oda il s'arrête un chapitre entier et que Shanks, vraiment, le côté où il se renseigne sur Kid, il y a un côté, ok, j'établis ma stratégie pour battre son pouvoir du free magnétisme parce que moi j'ai juste le haki et une épée et un bras en moins. Donc je vais devoir faire preuve de stratégie pour battre ce jeune pirate qui est devenu très fort. Surtout qu'il le dit, hein, ses potes ils disent non, mais t'inquiète, on va s'occuper de Kid. Il fait attends, il a 3 milliards de berries, c'est du sérieux, laisse-moi m'en occuper. Et là, il fait cheat code de GTA et il le one-shot. Voilà, j'ai trouvé ça très nul, en fait, et très mal pensé de la part de Oda. Ça aurait mérité une bataille navale, en réalité. Ça aurait mérité une bataille navale, surtout qu'en plus de ça, Killer aussi, il se fait avoir dans l'attaque parce qu'il a essayé de protéger Kid. Et ça se résume en 3 pages. 3 pages. Il le regarde, il le tue, le bateau coule. Ok, pourquoi tu nous as teasé ce personnage depuis Sean Body en nous disant que c'était le pirate le plus dangereux de la pire génération? Oda, là j'avoue que t'as pas géré. Mais bon, ça va pas m'empêcher de lire le chapitre suivant, et donc sans plus attendre, on passe à la lecture du chapitre 1080. À tout de suite. Ok, chapitre 1080 lu, donc j'ai appelé ce passage plein de nouveaux pouvoirs parce que dans ce chapitre qui se concentre sur ce qui est arrivé à Kobe, on apprend on revoit plein de personnages. Donc il y a beaucoup de personnages qui dataient un peu, hein, l'équipage de Barbe Noire notamment. On apprend que la majorité d'entre eux, ils ont pratiquement tous le pouvoir d'un fruit du démon. Il y a aussi des nouveaux personnages, des membres de l'équipe de Garp, hein, les membres du SMORD. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Et donc du coup, on va un peu dépatouiller tout ça. Mais je vais pas aborder tous les points parce qu'il y avait trop de trucs et certaines choses, c'est juste, ils m'ont fait juste faire ah tiens, il y a ça, ok, à voir plus tard. Donc, premièrement, Kobe s'est échappé. On voit l'île de la ruche. Donc, Kobe, il avait été fait prisonnier par Barbe Noire, qui a été amené. Et Barbe Noire, en fait, il avait gardé Kobe justement pour marchander avec le gouvernement mondial, pour dire faites de la ruche, faites de de mon territoire un pays officiel du gouvernement mondial. Donc, c'est bien de voir que Barbe Noire, il a toujours des objectifs de puissance et de pouvoir grandissante et qui n'hésite pas à tout faire pour atteindre ses objectifs. Je trouve vraiment que Barbe Noire, c'est un antagoniste intéressant. Là, j'ai réussi à le dire. Et du coup, j'avoue que bon, c'est un peu nul comme plan pour être honnête, hein, Kobe le dit, dans le sens où, en gros, avoir un soldat de la marine en particulier comme otage, je veux dire, même s'il y avait Kizaru otage, je pense pas que la marine ferait du pays un gouvernement mondial, hein, j'ai pas ce sentiment-là. Mais par contre, c'est peut-être possible que dans sa quête de pouvoir, parce que Shanks, il le disait dans le chapitre précédent, il disait qu'il comprenait pas pourquoi est-ce que Barbe Noire, il n'était pas parti à Wano Kuni, dans le sens où Barbe Noire, peut-être qu'il pourrait réussir à faire de son île un pays s'il avait une arme antique en sa possession. Ce serait possible. Et qui promettait au gouvernement mondial d'utiliser l'arme antique en question pour les intérêts du gouvernement mondial. Donc à voir. Pluton, Barbe Noire, Poneglyph, Wano, Shanks, plein de trucs, plein de directions que peut prendre l'histoire, mais je sais pas, genre se concentrer sur Barbe Noire veut faire de son île un pays, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est une petite question que je me suis posée, c'est le fruit de l'île. Alors, quand j'ai vu le fruit de l'île, j'avoue que j'ai trouvé ça stylé, parce qu'en fait, il semblait parler à tous les pirates, et je trouve ça assez stylé, un peu cheaté dans un sens, mais stylé. Alors, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que l'homme qui a mangé le fruit de l'île, il peut se changer en île, ou est-ce qu'il peut posséder les îles? C'est la question que je me pose actuellement en parlant. J'ai plus le sentiment que ça ressemble un peu au fruit de la pierre de Pika, dans le sens où en gros il rentre dans l'île et il peut contrôler l'île. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un Logia que j'avais envie de voir dans One Piece depuis que les amiraux ont été teasés, depuis qu'on a vu tout un tas de Logias, c'était le Logia de la Terre. Et bah peut-être que le fruit de l'île
pourrait être ce qui se rapproche le plus du Logia de la Terre. Parce que qui dit je suis une île, dit j'ai de la Terre, dit je peux manipuler la Terre. Donc, intéressant. Voilà. Ensuite, on apprend un peu plus sur le Smord. Donc, on nous explique ce qu'est le Smord. Alors, je vais pas vous mentir, moi je pensais que le Smord, c'était un groupe de la marine dirigé par un amiral, l'amiral Kuzan, notamment, le chef du Smord. Mais en réalité, c'est plutôt une sorte d'organisation de syndiqués, entre guillemets. C'est plus la CGT de la marine qu'autre chose. C'est des soldats de la marine qui ont remis leur démission et qui du coup interviennent sans attendre les autorisations du gouvernement et de l'amiral en chef Akainu, Sakazuki. Et du coup, le gouvernement mondial, s'ils font des bonnes choses, ils disent oui, oui, c'est les soldats de la marine, ils sont avec nous, c'est nos potes, ouais, ouais, ouais. Et s'ils font des conneries, ils font non, non, mais on n'a rien à voir avec eux, ils font partie du SMORD, ils ont démissionné. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais à la fois intéressant. Dans le sens où ça montre bien qu'il y a eu une séparation après l'arc Marineford, dans le sens où il y en a qui étaient pro Sakazuki et il y en a qui sont peut-être pro Kuzan. Donc continuer un peu cette bataille qu'ils ont fait sur Penkazor, ce combat pour définir qui sera l'amiral en chef entre Aokiji et Akainu. C'est Akainu qui avait gagné, probablement parce que son fruit du démon avait l'avantage sur le fruit de la glace. Et pas que, ils doivent aussi maîtriser le haki. À ce stade-là de l'histoire, je pense que les amiraux maîtrisent le haki. Mais du coup, que cette bataille entre ces deux amiraux continue dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'on fasse affronter des soldats de la marine qui sont des soldats de la marine complètement matrixés par le gouvernement mondial, face à des soldats de la marine qui pensent au bien du peuple. Je pense que ça peut être une, ah, putain, excusez-moi, une partie intéressante de l'histoire à développer. Et donc du coup, voilà, donc à voir, parce que du coup, Aokiji apparaît dans ce chapitre, on le voit aux côtés des pirates de Barbe Noire, et j'avais déjà vu cette image plus tôt, mais du coup, donc, Aokiji, Kuzan, aurait rejoint l'équipage de Barbe Noire, et qu'il informerait même Barbe Noire de comment fonctionne la marine. Voilà. Et ensuite, on apprend aussi dans ce chapitre que Moria est toujours en vie. Alors je trouve ça complètement bizarre et illogique. Je comprends pas pourquoi est-ce que Moria est toujours en vie et pourquoi est-ce que Barbe Noire n'a pas tout simplement tué Moria pour récupérer le pouvoir de son fruit du démon. Du coup, on a vu aussi Perona, donc Perona qui semble être avec, je sais pas, je sais plus du tout comment est-ce qu'elle a atterri ici, mais du coup, elle libère Kobe. En échange, Kobe elle libère les esclaves de Marshal Ditch, les prisonniers de l'île de la Ruche, et donc du coup, Moria au passage. Je suis étonné qu'on l'ait pas vu, mais peut-être que Moria a déjà pris la tangente et qui va peut-être se diriger vers Wano Kuni, j'en sais rien, ou vers Herba, peut-être qu'on va bientôt le revoir. Donc à surveiller. Mais je suis étonné qu'il soit pas mort parce que Barbe Noire n'a aucun intérêt à garder Moria en vie s'il veut son pouvoir. Donc est-ce que Teach il a pas essayé de convaincre Moria de le rejoindre parce que Moria sait utiliser le fruit des ombres et qu'il a tous les secrets? Peut-être qu'il voulait d'abord le cuisiner, savoir comment fonctionne le pouvoir, c'est quoi les faiblesses, tout ça. Ben, peut-être qu'il a voulu jouer la carte du temps pour prendre un maximum d'informations. Ou peut-être que juste Oda n'était pas résilié à faire mourir ce personnage de Moria, qui n'a plus beaucoup de choses à raconter, bah, parce que du coup, la seule chose qu'il avait à raconter, c'était un lien avec Kaido, parce que Moria, à l'époque de Thriller Bark, il avait expliqué que son équipage avait été anéanti par Kaido, et que depuis, du coup, il préférait se battre avec des zombies plutôt que de réunir des équipes. Mais peut-être faire un arc de rédemption pour Moria, on verra bien, où Moria redevient un pirate un peu plus coloré, plutôt que quelqu'un d'assoiffé de pouvoir. Voilà. Et le dernier point que j'ai noté, c'est justement, comme je vous le disais, il y a plein de nouveaux pouvoirs, et notamment parmi ces nouveaux pouvoirs, bon, j'ai pas parlé du fruit de l'alcool, parce que j'ai aucune idée de ce que va être ce pouvoir, est-ce que c'est un nouvel alcool, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il peut rendre bourré les gens, ou est-ce qu'il y a la technique de l'Omsu, mais bon, la technique de l'Omsu, j'aurais bien aimé l'avoir être utilisée par Kaido, donc j'avoue que je suis pas spécialement hypé par ce pouvoir-là, mais le pouvoir qui me hype bien, c'est le fruit de l'argile. Donc du coup, dans ce chapitre-là, il y a une petite scène au début, il y a des pirates qui font tête baissée pour attaquer les pirates qui s'en prennent à Kobe, ou je sais pas lesquels, des pirates en tout cas, et au bout d'un moment, il y en a un qui lui coupe la tête. Et le soldat se reforme, et donc du coup, à la fin du chapitre, on voit, il y a marqué Golem, entre guillemets, et on voit Prince
qui détache de l'argile de son corps pour créer une sorte de poupée. Et donc du coup, je pense que les soldats qu'on a vus au début de chapitre, c'est des poupées d'argile qui sont manipulées par Prince. Je trouve ce pouvoir intéressant, mais en même temps, il me rappelle un peu le pouvoir de la cire de Mr. Tree. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié comment il s'appelle. Et du coup, Mr. Tree, il faisait aussi des copies de lui, des sculptures solides. Ça me fait penser à ce pouvoir-là, parce qu'il se ressemble un peu, mais sauf que le pouvoir de l'argile, alors je ne sais pas si c'est un Logia ou si c'est un Paramécia, pourquoi pas un Logia, hein, après tout, on n'est pas contre, moi je suis pas contre l'idée d'avoir des Logia, de toute façon, depuis qu'il y a le Haki, Logia ou Paramécia, ou Zoan, c'est pareil, hein, enfin, Logia ou Paramécia, c'est pareil, surtout avec l'éveil qui donne un peu les mêmes pouvoirs des pouvoirs en mode un peu comme un Logia, au Paramecia. Mais du coup, ça pourrait être intéressant dans le sens où, en fait, bah, du coup, ça peut être un adversaire très fort. Voilà, donc j'ai parlé de tous les points. Ensuite, bon, un peu une dinguerie ce qui se passe, hein, on a aussi le fruit du fouet qui permet de dresser les choses, donc enfin les gens et je sais pas. En tout cas, elle dresse des immeubles et elle les fait se déplacer. C'est un peu bizarre, mais je trouve c'est ce que j'aime dans One Piece, c'est ce côté un peu what the fuck. Du coup, les bâtiments encerclent les pirates. Garp, Hermep et Tashigi sont à bord d'un navire. Le navire se propulse un peu comme le ferait le Sony avec son booster dans le dos. Et du coup, Garp il arrive dans les airs, il fait un gros coup de poing de haki, armement et peut-être haki des rois. Il appelle ça météore divin ou je sais pas trop quelle connerie encore sortir comme blaze. Mais du coup, ça fait une grosse attaque qui a sûrement one-shot tous les pirates présents sur l'île à part Kobe. Et du coup, let's go. Donc il se passe des choses, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et j'avoue que du coup, ce chapitre-là, je l'ai trouvé un peu trop d'informations d'un coup. Regardez, il y a ce pouvoir, regardez, il y a ce pouvoir, regardez, il y a ce pouvoir, regardez, il y a ce personnage, regardez, il y a ce personnage, et lui il est là, et en fait lui il est arrivé ici, et ça en fait c'est ça, et ça en fait c'est ça. Beaucoup d'un coup, en fait, il ne prend pas le temps de développer un peu plus en détail. Par exemple, ça aurait pu être intéressant d'avoir 3-4 pages qui expliquent un peu comment est-ce que le Smart s'est créé, pas juste des pirates qu'on a remis leur démission, mais de voir quels sont les premiers pirates à avoir eu cette idée-là, enfin c'est ce genre de choses-là que moi j'aurais bien aimé voir, c'est-à-dire qu'on développe un peu. Le Smart, c'est des soldats de la marine qui ont démissionné, mais ils ont toujours accès aux bases, parce que du coup, peut-être que leur démission elle n'a pas été actée, mais du coup, voilà, peut-être que Akainu, il avait besoin de garder quand même un maximum de soldats de la marine. Du coup, il s'est dit, bon, ok, ils veulent démissionner, ils veulent pas écouter mes ordres, ils ont qu'à agir au nom de la marine comme bon leur semble, mais s'il leur arrive des conneries, je les couvre pas. Et du coup, il les garde parce qu'il a besoin de beaucoup de soldats de la marine et qu'il a un peu pas le choix. Voilà, parce que Akainu, il avait fait une petite apparition quelques chapitres auparavant en disant qu'il s'était, quelle galère il avait eu, quelle idée à la con il avait eu de devenir amiral en chef. C'est super galère en réalité. Voilà, voilà, voilà. Mais du coup, ouais, je trouve que en fait, il y en a trop d'un coup. En fait, c'est ce que je me suis dit pendant le chapitre. C'est pour ça que j'ai pas tout noté en réalité, parce que genre, faire des hypothèses sur tout, faire des analyses sur tout, ça prendrait du temps. Là, on est déjà à 1 heure de review, j'ai du retard, j'ai déjà balancé pas mal d'idées, pas mal d'infos, donc du coup, j'avoue que j'avais pas trop envie de tout traiter. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à la fois bien, dans le sens où ça se sent que Oda, il a un nouvel élan, un nouveau souffle concernant des nouveaux personnages et des nouveaux pouvoirs. Moi, notamment le fruit de l'île, je suis bien curieux de voir comment est-ce que une île, ça s'affronte. Parce qu'ensuite, on apprend aussi que Wolf, ce Sushana, là, le grand géant, là, dont les pieds touchaient, le grand géant, en fait, c'est un géant qui a mangé le fruit du gigantisme. C'est un géant qui a mangé le fruit du géant. Donc, il est encore plus géant. Voilà. Et du coup, voilà. Et ensuite, on a Shiryu de la pluie qui a mangé le fruit de la main visible. Ça, on le savait déjà. Et voilà. Voilà. C'est à peu près tous les nouveaux pouvoirs que j'ai retenus. Le Smart, du coup, je trouve ça intéressant. Et du coup, revoir Aokiji, et bah, en plus de ça, le chapitre suivant s'appelle Aokiji, membre de l'équipage de Barbe Noire. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai hâte de lire le chapitre 1080 et je vais le faire sans plus attendre. Et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite.
Ok, chapitre 1088, ça commence à faire beaucoup de chapitres, on a bientôt fini là, je pense que c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier. Donc du coup, on en apprend plus sur ce qui arrive à Kuzan. Donc il s'est passé quand même pas mal de trucs. Il y a Garp et Kuzan qui ont échangé des coups, alors en fait ça commence, Kobe il est content de voir ses potes arriver pour venir le sauver. Puis d'un coup, Ibari, la snipeuse, elle se fait geler, Kuzan apparaît, et bang! Kuzan fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Et non, c'est pas un mec qui opère dans le secret pour arrêter Barbe Noire. En tout cas, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui nous est expliqué. Il aurait rejoint Barbe Noire parce qu'ils auraient des objectifs qui concordent. Du coup, Kuzan et Garp échangent des coups. On apprend que Kuzan était l'un des meilleurs disciples de Garp, hein, son meilleur disciple. Il dit même vas-tu sacrifier ton meilleur disciple, vas-tu tuer ton ancien meilleur disciple pour ton nouveau disciple favori. Donc j'avoue que c'est assez stylé comme chapitre, je l'ai bien aimé. Mais c'est surtout ce que j'ai noté, c'est ce qui s'est passé du coup du côté de Kuzan après ce combat contre Sakazuki, soit Akainu. Donc du coup, Kuzan avait gelé des membres de l'équipage de Barbe Noire, et Barbe Noire il était allé voir Aokiji pour lui dire ouais, Kefa le frère, pourquoi t'as gelé Mekuya, tu pourrais pas les dégeler, t'as intérêt à le faire sinon je vais m'énerver. Du coup Kuzan les dégèle et il a une discussion avec eux un peu posée, il raconte un peu sa vie avec la marine, et il discute avec Barbe Noire. Et là, Barbe Noire, au bout d'un moment, Lafitte, celui qui était venu murmurer à l'oreille du gouvernement mondial pour que pour que Barbe Noire devienne Shishibukai, dit à Barbe Noire, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On lui vole son pouvoir ou c'est comment? Donc Aokiji s'énerve et là Barbe Noire a dit non, 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 je veux pas te tuer, au contraire, j'aimerais même te proposer quelque chose. En ce moment, t'as pas de boulot, t'es libre comme l'air, tu veux pas rejoindre mon équipage? Donc Kuzan il s'offusque, il est là en mode ouais non mais tu crois que parce qu'on a déconné un peu 5 minutes ensemble, je te fais confiance et je vais rejoindre ton équipage. Et ensuite Barbe Noire il explique qu'est-ce que tu vas faire maintenant que la justice t'a rejeté? Dans mon monde, il y a aussi la justice. Voilà, donc c'est-à-dire que Barbe Noire il a plus d'ambition. En fait, on voit vraiment qu'il a plus d'ambition. En fait, il a beaucoup d'ambition et il a une vision de la justice qui n'est pas encore expliquée. Mais du coup, comment dire, peut-être que Barbe Noire, il est plus complexe que ce qui n'y paraît. Il explique que son équipage s'est rassemblé non pas autour du fait que ce soit des potes, mais autour du fait qu'ils ont des objectifs qui concordent, qu'ils ont tous un objectif en commun. Et peut-être que cet objectif en commun, c'est d'avoir des concessions de la part du gouvernement mondial. C'est-à-dire, par exemple, un allègement de peine, un retour sur une île natale. Enfin, là, à partir de là, on peut imaginer plein de trucs. Mais le fait d'avoir les faveurs du gouvernement mondial pourrait être le point commun entre tous ces personnages qu'a réuni Barbe Noire et Kuzan. Et du coup, j'avoue que je trouve ça super intéressant et que j'aimerais bien que ce soit un peu plus développé. Donc ensuite, j'ai noté autre chose. J'ai noté que bah, Barbe Noire, en fait, il n'était pas présent sur l'île de la Ruche, hein. J'avais cru comprendre, mais en fait, c'était un flashback avec Kobe. Je me suis un peu embrouillé. C'est vrai qu'il était en train d'affronter l'équipage de l'eau et j'ai pas tilté. En fait, je m'étais posé la question pendant la lecture, c'est comment contre l'eau? Et du coup, on apprend que l'eau, il a perdu contre l'équipe, contre Barbe Noire et il y avait Von Auger, le mec des maladies là, Doc Q et Burgess, je crois. Et donc du coup, l'eau, il est par terre en sang. Beppo, dans un dernier souffle, il consomme une sorte de Rumble qui est en fait une sorte de drogue de combat pour se transformer en Soulong. Beppo se transforme en Soulong, il met un coup à Barbe Noire et ses hommes, et il s'enfuit avec l'eau en disant à l'eau, t'inquiète, nos potes ils vont s'en sortir, on vient tous de North Blue, après tout ce chemin parcouru, on va pas mourir aussi facilement. S'il te plaît, meurs pas. Et donc du coup, le combat ellipsé, j'avoue que de ce côté-là, c'est pas comme avec Kid, parce que l'eau il a beaucoup été développé depuis Punk Hazard, hein. J'avoue que j'aurais quand même bien aimé voir le combat en entier, hein, voir comment est-ce que l'eau a perdu contre Barbe Noire. C'est un peu dommage que Oda il ait ellipsé ce combat. Mais en même temps, je trouve que ça sert le scénario, dans le sens où on n'a pas trop d'informations sur les pouvoirs des membres de l'équipage de Barbe Noire, et on ne sait pas comment ils marchent, on ne sait pas c'est quoi leur faiblesse, mais en même temps, c'est dommage, parce que du coup, ça m'a fait penser
Quand Beppo dit à l'eau, on vient tous de North Blue, on a tous traversé les mers avec toi, patati patata, l'amitié, vive l'amitié. Ça me fait penser qu'il y a un livre qui est sorti sur Trafalgar Law, je l'ai. Il y a un livre sur Ace et aussi un livre sur l'eau. Je ne l'ai pas encore commencé, mais du coup, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le personnage de l'eau et son histoire avant de rejoindre Grand Line, bah, vous avez un livre qui explique comment est-ce qu'il a fondé son équipage. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, j'ai rien noté de plus. J'avoue que j'aime bien comment Barbe Noire est remis un peu dans l'histoire. J'avais un abonné qui m'avait dit en commentaire, ouais, Barbe Noire il fait des dingueries. Et j'avoue que bon, j'ai pas encore vu vraiment de dingueries. Je veux dire, battre l'eau, c'est quand même une dinguerie. Ouais, dans un sens, c'est une dinguerie. Parce que l'eau, pour le battre, faut y aller. Hein. Genre, il a tenu tête à deux Flamingo, il a battu Trebol, il a aidé à battre Big Mom. Donc, il a dû se passer quelque chose. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'eau, encore, il a été développé. Mais l'équipage de l'eau, il n'a pas trop été développé. Donc, du coup, ça fait qu'on ne sait pas trop c'est quoi le niveau des membres de l'équipage de l'eau. Donc, on ne sait pas si c'est une victoire clé de la part de Marshall Dietrich qui fait dire. Parce que c'est ce que je me suis dit en lisant le chapitre. On voit que quand même ils ont un peu galéré l'équipage de Barbe Noire. Hein. Il n'a pas one-shot l'eau. Ils l'ont battu, ils avaient l'air d'être quand même encore en forme après le combat, mais ils ont plus galéré à battre Plo et son équipage que que Shanks qui lui a battu Kid assez facilement. Donc du coup, pour l'instant au niveau des puissances, je dirais que Shanks est plus fort que Barbe Noire, mais que Barbe Noire avec autant de pouvoir et ses techniques un peu de lâche, hein, parce que c'est un peu ce que je me disais, je trouvais ça un peu bizarre que Cousin rejoigne l'équipage de Barbe Noire, et que Barbe Noire parle de justice, parce que Barbe Noire, il n'a pas tellement d'honneur en réalité, il a une vision de la liberté assez proche de celle de Luffy, hein, notamment par rapport à cette discussion qu'il avait eue avec Luffy sur Jaya. Mais par contre, j'avoue que Barbe Noire, c'est pas un personnage, je me dis, lui, il a de l'honneur. Hein. Je veux dire, il s'est mis à 40 000 sur Barbe Blanche, à moitié KO, à moitié mort pour l'achever et voler son pouvoir. On voit qu'il a de l'ambition, il a une vision de la justice qui est peut-être concorde avec celle de Aokiji, ou en tout cas, du moins, une vision de comment atteindre ses objectifs qui satisfait Kuzan pour qu'il rejoigne l'équipage de Barbe Noire. Parce que peut-être que si Barbe Noire devient membre du gouvernement mondial, il pourra participer aux rêveries, et donc de là, Kuzan pourra peut-être influencer la justice de manière un peu plus noble si Barbe Noire réussit à créer son pays. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, il est 17h28. Je vous avoue que je vais lire le chapitre 1082. Et je reviens, je vais faire une petite pause de 5 minutes, hein, vapoter tout ça, mais je vais lire le chapitre 1082. Et ce sera le dernier chapitre que je lirai avant de mettre fin à cette vidéo. On est déjà à 1h07 de rush, hein, va falloir que je fasse le montage et tout ça. J'essaie de vous faire un truc un peu sympathique en termes de séquençage et d'ambiance. Hein, je vais mettre des instrus, tout ça. Et du coup, voilà, let's go. Allez, on se retrouve tout de suite derrière pour la lecture du chapitre 1082. A tout de suite. Ok, c'est parti pour la review du dernier chapitre de cette session de lecture. Donc, du coup, le chapitre commence une discussion entre, comment il s'appelle déjà, Sengoku et Otsoru, qui explique que le personnage de T-Bone, qu'on avait vu à l'arc Water 7, qui était dans le train qui a amené Robin à Enies Lobby, car le wagon avait été détaché par Sanji, et donc du coup, il errait au milieu de... il courait après le train pour accomplir sa mission. Il avait eu un échange de coups avec Zoro en faisant une attaque T-slash. Et Zoro l'avait battu en disant c'est un adversaire honorable. Du coup, on apprend sa mort. Je sais pas, j'ai pas de souvenir qu'il ait vraiment fait des choses à Marineford. Peut-être qu'on l'avait vu dans des petites images, peut-être des petites scènes, mais en tout cas, voilà, c'était pas un personnage important. Mais comme je le disais un peu plus tôt dans cette review, voilà, Oda, il est dans un élan où il n'a pas peur de faire mourir des personnages. Pour le moment, c'est des personnages qui ne sont pas tous clés, mais certains l'ont été à un moment, comme Absalom, Monet et Vergo. Mais du coup, voilà, la mort commence à planer au-dessus des personnages de One Piece. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, pour l'épilogue du manga. J'avais un abonné qui disait en commentaire qu'il espérait, en tout cas qu'il s'attendait à ce qu'il y ait des morts parmi les membres de l'équipage pour la fin du manga. J'avoue que moi je suis pas trop pour l'idée parce que je suis un peu attaché à tous ces personnages, je veux qu'ils réalisent leurs rêves. J'ai juste Brook sur lequel j'avais fait une hypothèse, comme quoi je pense que lorsqu'il aura atteint son objectif de revoir la Boone,
il atteindra le paradis, pourra quitter ce monde parce qu'il aura atteint son objectif, hein. C'était une vieille hypothèse, mais du coup, je voyais que Brook. Mais après, j'avais déjà réfléchi à ça, les personnages qui pourraient mourir à la fin de One Piece, pour qui en fait ce serait un peu fermé, l'histoire qu'ils ont racontée. Il y a Robin, parce qu'elle elle veut réunir les rois de poneglyphes, donc elle veut lire tous les elle veut le Rio poneglyph ou le Néo poneglyph, je sais plus. Elle veut lire tous les poneglyphes. Donc une fois qu'elle aura atteint la Hochtel, elle aura lu tous les poneglyphes potentiellement, même si bon, on sait pas trop concentré sur la recherche de tous les poneglyphes. Elle en avait déjà lu avant en voyageant à travers les mers de Grand Line. En s'alliant avec des pirates sur le moment, puis en les trahissant. Enfin voilà, l'histoire de Robin, hein, ça date un peu, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le début du manga, enfin le milieu du manga, le tiers du manga. En tout cas, ça fait un moment que j'ai pas regardé les vieux épisodes de One Piece ou lu les chapitres, mais j'ai acheté les tomes, mais je l'ai pas fait. Et donc du coup, il y avait Robin, il y avait des personnages qui peuvent pas encore, qui peuvent pas mourir parce que la rêve ne serait pas réalisée. Ce serait aussi Franky, Nami, parce que Nami veut faire une carte du monde et Franky veut que son bateau vogue sur toutes les mers du monde. Mais ensuite, Sanji veut découvrir All Blue, Usopp il veut devenir un grand guerrier, Chopper il veut soigner toutes les maladies, je crois que c'était ça son rêve, hein, je suis même plus sûr. Et Luffy, on ne sait pas ce que c'est exactement. Et Jinbei, est-ce qu'il a même un rêve? Et donc du coup, oui, des morts parmi l'équipage, pourquoi pas, mais en tout cas, pour le moment, il faut surtout noter que Oda n'a pas peur de faire mourir ses personnages. Mais ce qui est intéressant avec la mort de T-Bone, c'est qu'elle sert l'histoire. Elle permet de mettre en avant la Cross Guild, comme quoi en fait c'est des citoyens qui ont tué T-Bone pour fuir la famine, pour pouvoir s'acheter à manger. Et donc du coup, le but de la Cross Guild serait de retourner les citoyens contre la marine. Et donc du coup, Mihawk et Crocodile ont des ambitions. Malheureusement, dans ce chapitre, Baggy en profite, il a un dernier souffle d'élan, il se dit, voilà les gars, genre, vous visez pas assez haut, sérieux, tout le monde se met en route, Shanks se met en route, le fils se met en route, Barbe Noire se met en route, et vous, vous êtes là, vous vous contentez de réunir de l'argent et du pouvoir, alors qu'on pourrait viser plus haut. Les gars, c'est l'heure d'aller chercher le One Piece. Let's go en avant, qu'est-ce qui vous anime? Allons chercher le One Piece, le One Piece nous attend, et donc du coup, la Cross Guild risque de participer au combat pour le One Piece. Dans quel camp elle sera, ça reste encore à définir, mais peut-être que ce serait une sorte de gros Royal Rumble. Et donc du coup, on apprend aussi dans ce chapitre que Baggy et Shanks ne sont pas allés à l'hostel. Et on apprend que justement, God Roger, à la base, c'était Shanks qui voyait comme étant son héritier. Et ça a énervé Baggy. Et donc, du coup, Baggy s'était résigné à ne plus avoir de grandes ambitions. Et du coup, elles sont revenues parce que Baggy, il a atteint le même niveau que Shanks en termes de réputation et d'influence. Il se dit, bah tiens, je peux peut-être matcher avec Shanks, peut-être pas par mes capacités à moi, mais par l'entourage que je me suis fait. Voilà. Autre chose qui est intéressant, c'est du coup, on a des infos sur Sabo. C'est un peu, ça me dégoûte un peu que ça s'arrête sur ça, du coup, ma lecture, mais c'est pas trop grave. Sabo est toujours vivant avec des habitants de Rouroussia. Il explique que, alors je me demande comment est-ce qu'il a fait pour survivre, mais en fait apparemment c'était une communication indirecte, il n'était pas directement sur l'île de Rouroussia et l'arme n'a pas éradiqué tous les habitants. Donc il y a eu des survivants qui ont dû aider Sabo à se rétablir de ses blessures parce qu'il avait l'air d'être pris dans l'explosion, hein. Ça m'a fait un peu me dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, comment ça, Sabo, il est de retour. Bon après, j'avoue que je suis content que Sabo soit toujours vivant, je pense qu'il y a encore des choses à raconter avec le personnage. Le fait que ce soit un révolutionnaire et qu'il ait appris des choses sur le trône qui est censé être vide avec le personnage de Imu, je trouve ça intéressant, hein, je trouve ça intéressant. Et du coup, et même si voilà, il sert un peu de roue de remplacement pour Ace, il y a d'autres choses à raconter avec le personnage, et en se concentrant plus sur l'aspect révolutionnaire et aussi sur son rêve qu'il avait quand il était enfant, d'écrire un livre qui partage des aventures incroyables de personnes. Voilà. Donc du coup, les révolutionnaires vont aussi se mettre en route. Et du coup, j'en profite parce que j'y ai pensé dans mon intro, j'en parlais. Mais justement, je reviens sur ce que je disais au début de la vidéo. Un abonné m'a demandé comment est-ce que je voyais Dark avant la fin de One Piece. Bah là, pour être honnête, d'après ce que j'ai lu, je pense que Oda il doit commencer à raconter la fin de son manga. Alors je pense qu'il a commencé à le faire, mais je pense qu'il doit plus s'éterniser, il doit plus faire de grands arcs, il doit faire revenir les personnages pour la bataille finale. Et du coup, là, moi, je commence à sentir qu'on rentre un peu dans l'épilogue. Je veux dire, il y a tous les personnages qui se mettent en route, il y a Law, Kid, Barbe Noire, Shanks,
Luffy, le CP0, Vegapunk, les géants. Là, il y a plein de nouveaux personnages, la Marine, Smord, Kuzan, dans l'équipage de Barbe Noire, il y a plein de trucs qui sont un peu teasés aussi, un peu vite fait. Ouais, en fait, tu sais pas, mais j'ai une vision de la justice. Attends, laisse-moi t'expliquer. Oh, je suis chaud. Et donc, du coup, j'avoue que voilà, là, je pense que le manga, il est proche de la fin, pour être honnête. Par rapport au pourcentage, je dirais que là, moi où j'en suis, je dirais qu'on est à minimum 75%, même peut-être 80%, et que le dernier pourcentage qui reste, ça va être servi pour nous raconter le siècle oublié et nous servir le Royal Rumble final qui servira de guerre au One Piece avec les révélations sur c'est quoi le One Piece. Voilà. Donc du coup j'ai pas d'autre chose à dire, j'attends des informations de Sabo, ce sera pour la semaine prochaine peut-être si je suis motivé. Mais voilà. Bon, vous avez eu un rush de plus de 1 h 15 minutes. Donc voilà, on a bouffé du One Piece aujourd'hui. Je dois vous avouer que ça m'a fait du bien de me faire cette session de lecture. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce que j'ai lu. Pour être honnête, pas tout à 100%. Un kid qui se fait one shot, ça m'a un peu déçu. Mais bon, au final, Oda, c'est comme s'il disait: Oh les gars, j'ai pas d'idée pour Kid. C'est un peu comme ça que ça a été balancé. Mais voilà, là du coup, l'arc Egghead est intéressant. Bon, je trouve quand même que c'est un peu dommage que ça se concentre pas full sur l'arc Egghead, parce que voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses, c'est un peu dur de tout retenir. Je veux dire, par exemple, moi, la révélation que j'ai eue sur York, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on l'a vu, putain. J'ai pas vérifié, hein, mais je pense que vraiment que c'était celle qui était fatiguée, la flemmarde qui voulait que dormir. Et donc, du coup, j'avoue que voilà, j'ai envie de connaître la suite de l'œuvre. Je suis un peu en train de me réconcilier avec One Piece là, parce qu'il se passe quand même des choses. L'histoire bouge, les personnages bougent. euh, Tout le monde a l'air de se condenser comme dans un entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui est à la croisée des chemins et à la fin, ça va culminer en un point qui va exploser et nous raconter la bataille finale de One Piece, l'un des mangas les plus longs du monde. Mais par contre, ça me fait me dire aussi que peut-être que ça a été un peu trop long, One Piece. Peut-être que ça a été un peu trop long. Peut-être que par exemple. Après, voilà, j'ai aussi le sentiment que du point de la vision de Oda, chaque arc il était important. Il a permis de construire l'univers et de développer les personnages. Mais là, je pense qu'il faut que le manga touche à sa fin. Et bien évidemment, on aura One Piece Sky, One Piece Z, enfin One Piece Super. On aura des suites à One Piece, hein. Je pense pas que la licence elle va s'arrêter à la fin de One Piece. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne session de lecture. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a plein de nouveaux pouvoirs. Donc hâte de voir les combats de ces pouvoirs, hâte de les voir sur le champ de bataille. Et ensuite, voilà, donc du coup, qu'est-ce que va faire Barbe Noire? Qu'est-ce que va faire Shanks? Est-ce que Kid et Law vont survivre? J'espère que oui. Alors Law, je pense qu'il va survivre parce que son pouvoir, il offre la jeunesse éternelle. Donc il y avait un abonné qui avait une hypothèse comme quoi Law utiliserait son pouvoir pour rendre Luffy immortel. Je trouverais ça dommage. Luffy immortel, je trouve que ce serait un peu trop. Mais pourquoi pas justement rendre immortel, je sais pas moi, ben, son pouvoir se fait rendre immortel Beppo. Non, je rigole. Je ne sais pas qui pourrait devenir immortel, mais que l'eau se sacrifie pour rendre immortel quelqu'un. Reste à voir qui. Ensuite, il y a encore Vivi qui n'est pas réapparu. Mais c'est ça en fait le problème d'en être arrivé à ce point-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et on n'a pas spécialement du temps pour raconter les histoires de chaque personnage. Et ça dessert un peu l'œuvre. C'est ce que je disais au début de cette review. À la fois c'est cool parce que du coup il y a plein de personnages, donc du coup c'est trop bien. Mais en même temps, bah, du coup, on n'a pas le temps de raconter les histoires de chaque personnage. Mais bref, moi ça m'a plu comme session de lecture, j'ai bien aimé. Je vais essayer de faire le montage ce soir, de me motiver. Là, moi, j'ai juste me reposer 1 heure, parce que du coup, j'ai lu pendant 3 heures du One Piece, même si j'ai fait quelques pauses vapotes, café, pas cigarette, hein, parce que la cigarette, j'essaie d'arrêter. Là, aujourd'hui, j'ai pas fumé de cigarette d'ailleurs, et j'essaie aussi d'arrêter l'alcool. Ça fait 3 jours que j'ai pas bu de bière. Mais voilà. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En commentaire, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de l'arc Egghead en général et de tous les points que j'ai abordés, ce que vous en pensez. Sabot vivant, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Moi, je suis content qu'il soit vivant parce que ça aurait été dommage qu'il revienne à Dressrosa, qu'il batte Burgess, qu'il aille à Marijois et qu'ensuite il meure et qu'on ne sache pas plus sur le personnage. Je pense que, comme je le disais, il y a des choses à raconter avec Sabot.
Et donc du coup, les révolutionnaires vont probablement se mettre en marche aussi après les révélations que va faire Sabo à Dragon et à Ivankov. Et du coup, let's go, voilà, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. 1h20 de review One Piece. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez kiffé, les gars, bah, le like, hein, n'oubliez pas. À ce qui paraît, il faut demander au début de la vidéo, parce qu'après, les gens qui quittent la vidéo, ils vont faire leur vie. Mais moi, je préfère demander à la fin, je trouve que c'est plus correct. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!